Thank God you're here. À Miami, en Floride, la brigade d'intervention de la Fleabusters, les traqueurs de puces, reçoit jusqu'à 1000 appels de détresse par semaine. On dénombre ici, dans l'annuaire téléphonique, pas moins de 300 sociétés spécialisées dans l'extermination des puces. Si les puces envahissent en masse les moquettes de Floride, elles tracassaient déjà les gentes dames du Moyen-Âge, incarnaient le diable pour le clergé, symbolisaient le jeu érotique pour les amants et hantaient au XIXe siècle les visions des poètes. En fait, la puce est dotée d'aptitudes biologiques très particulières. Exemple, cette expérience démontre sa sensibilité à un simple stimulus. C'est ainsi que les puces peuvent attendre 15 jours, aussi bien qu'une année, un stimulus tel la vibration de nos pas, pour émerger toutes ensemble de leur cocon et envahir soudainement les maisons. Instinctivement, la puce saute alors sur le premier restaurant vivant rencontré. À l'université du Kansas aux États-Unis, un chercheur appelé Dr. Flea, Dr. Puce, est devenu leur ennemi numéro 1. Pouvez-vous imaginer que dans ce pot, il y a 1 million de puces tuées pour nos travaux de recherche ? On a aujourd'hui tellement de succès sur nos tests que l'on peut contrôler des puces même sur des chiens hyper infestés. Le chien qui avait eu ces puces en avait plus de 5000. On est arrivé à les éliminer et à les maintenir en dehors de sa maison plus de 6 mois grâce à nos pièges. Regarde-les sauter. Regarde. Celle-là, presque 30 cm. C'est remarquable. Ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. Mike et Alberto travaillent depuis de nombreuses années sur le comportement de la puce la plus commune dans le monde, Ctenocephalides felis, la puce du chat, qui abonde autant sur les chiens que sur les chats. Oui, il y en a une qui est à peu près à, marque-le Mike, à peu près à 26 cm. Oui, il y a 26 cm. Leur programme de recherche comporte toute une batterie de tests, évaluation de la trajectoire, distance de saut, sensibilité à la chaleur, à la lumière, pour mettre au point les pièges les plus efficaces. Nous avons découvert que les puces du chat étaient attirées par la lumière verte. Les puces ne pensent pas comme nous lorsqu'elles voient la lumière verte des pièges s'éteindre. Elles pensent que c'est un animal qui fait de l'ombre en passant. Mike a créé son propre team universitaire anti-puces, le KSU Flea Team, composé essentiellement de jeunes étudiantes. Il vient aujourd'hui relever les pièges chez un marine victime de l'infestation des puces de son pékinois. Les puces, c'est ma vie. Les recherches que j'ai faites, ça m'a permis de payer ma voiture, l'éducation de mes enfants, ma maison. C'est fou l'argent que dépensent les gens pour essayer d'éliminer les puces. Aux États-Unis, ils dépensent plus d'1 milliard de dollars par an. Je connais des personnes dans le sud-est des États-Unis qui dépensent presque 1000 dollars par an pour essayer de les supprimer de leurs chiens et chats. C'est impensable. La compréhension du système régulateur de croissance des insectes est la nouvelle piste de recherche de Mike. Il espère ainsi stopper le cycle de métamorphose de la puce, mais ce dossier reste top secret. Son cycle de métamorphose commence par de petits œufs blancs. Ils éclosent au bout de 1 à 10 jours.
La jeune larve est munie d'une dent d'éclosion très coupante qui lui permet de sortir aisément de l'œuf. Les larves se nourrissent des déjections de sang séché des puces adultes. Elles subissent 2 mues avant de constituer, grâce à leur sécrétion salivaire, un cocon soyeux au sein duquel elles se transforment en nymphes, puis en puces. Le cocon est très collant. Il se recouvre rapidement de débris divers qui forment un excellent camouflage. La puce attend ainsi, prête à sortir, l'arrivée de son garde-manger. Ce cycle biologique en fait un parasite redoutable à détruire. Les enjeux financiers sont énormes. L'invasion des puces rend les gens complètement fous. Des émissions radio comme SOS Puce essayent de donner les premiers secours en direct. Un jour, une vieille dame terrorisée a appelé l'antenne. Sa petite fille lui avait confié son chat, puis l'a récupéré à la fin de ses vacances. 3 semaines plus tard, les puces sont apparues chez la vieille dame, qui n'avait pas d'animaux domestiques. Alors elles ont commencé à se nourrir sur elle. Quand Mike est arrivé, il a compté 353 morsures sur ses jambes. C'est inévitable, on va toujours être en guerre contre les puces tant qu'il existera des animaux domestiques. Phil, j'ai l'impression qu'on a attrapé un coyote dans ce piège. Mike, regarde, ça doit être un beau celui-là. Ça se présente bien. Avec la capture de ce coyote, Mike étudie les mouvements de population des puces. Mike a remarqué que les animaux sauvages vivant à la campagne ont peu de puces. Par contre, en zone urbaine, ces mêmes animaux infestés par les puces des chiens et chats deviennent de véritables réservoirs à puces. Ils constituent ainsi une source permanente de recontamination. On a des puces ici, les gars. Chaque animal a sa propre fréquence, sa fréquence radio. Donc, on peut changer de fréquence et identifier facilement l'animal. Avec ses colliers émetteurs, Mike peut suivre les déplacements des animaux sauvages et de leurs puces en zone semi-urbaine ou urbaine. Les puces sont devenues une affaire de famille et Sarah accompagne souvent son père pour relever les pièges déposés dans le voisinage. Il n'est pas blessé. Ce raton laveur est en bonne santé. Les puces sont aujourd'hui plus nombreuses et plus difficiles à tuer. Le docteur Puce est rassuré sur l'avenir professionnel de Sarah. La puce du chat, Ctenocéphalides fellis, fait l'objet de toutes les préoccupations. Elle parasite en masse une bonne cinquantaine d'animaux très différents, abondamment les chiens et les chats, mais aussi les rongeurs, lapins, moutons et les non domestiqués, coyotes, renards, lynx, ratons laveurs, opossums, furets, et elle n'hésite pas à piquer l'homme. Il semble que la puce ait des accouplements multiples. Elle copule déjà dès la sortie du cocon. La puce femelle copule sur le dos du mâle. Le mâle possède un appareil génital très élaboré. Ces 2 appendices mesurent le tiers de sa longueur. L'un sert à maintenir la femelle pendant l'acte, l'autre d'organe reproducteur. La femelle, quant à elle, dispose d'une spermathèque située à l'arrière de son abdomen.
Elle conserve ainsi bien à l'abri les spermatozoïdes pendant plusieurs mois, lui permettant de vivre en parfaite amazone tout en procréant à volonté avec un taux de fécondité exceptionnel. Cette particularité biologique a été ainsi utilisée pour tester l'efficacité des premières pilules contraceptives féminines. La puce pond plus de 800 œufs pendant sa vie. Son hyperfécondité, sa capacité à s'adapter font qu'aux USA, 70% du chiffre d'affaires de certains magasins d'animaux sont réalisés par les produits antipuces. Une véritable course au brevet est engagée par les laboratoires. Parmi l'arsenal des nouveaux produits, de nouvelles molécules redoutables réussissent en se glissant dans la cuticule du parasite à le tuer en le surexcitant. Afin de tester les futurs produits antipuces et malgré les interventions de l'Animals Right, la Ligue américaine de protection des animaux, une vingtaine d'élevages laboratoires secrets produisent des puces de manière plus ou moins industrielle. Bill est installé au pays de l'infiniment grand pour produire l'infiniment petit. La ponte a lieu sur ses chats, puis les œufs se développent dans une serre, recréant toutes les conditions de chaleur et d'humidité idéales au cycle de métamorphose. J'élève des puces dans mon garage et parfois je les vends 10 cents, 50 centimes la pièce. Mais dans un premier temps, je les utilise pour mes recherches. Bill est assez fier de sa production de puces qu'il considère plus résistante que celles que l'on trouve habituellement sur le marché. Pour une plus grande productivité, il utilise également pour la ponte un chien très spécial appelé par les scientifiques chien artificiel. Dans des boîtes de pétri sont installées des puces pondeuses qui se nourrissent directement en piquant la membrane d'une autre boîte remplie de sang. Mais Bill s'interroge aujourd'hui sur la finalité de certaines recherches qualifiées de top secret. Dans l'avenir, nous pourrions découvrir de nouvelles maladies qui sont transmises par la puce du chat, qui pourraient être mortelles ou pas. Les militaires font souvent des recherches sur les maladies des insectes et pourraient utiliser ça dans la guerre des germes. Mais qui sait? C'est son fort appétit en sang qui en fait un vecteur redoutable de germes. Elle peut absorber 15 fois son poids en sang par jour. Sa forme aplatie lui permet de circuler aisément entre les poils. Avant de se gorger, elle procède à de multiples essais de piqûres, comme si elle choisissait l'endroit le plus favorable. Son repas s'accompagne d'une excrétion abondante de sang incomplètement digérée. Sa pompe à sang est ici en action. C'est avec 3 lames qu'elle perce la peau. La peste ne peut exister que par les puces. Lorsqu'une puce pique un rat pestiféré, elle absorbe du sang contaminé par le bacille de la peste qui se multiplie dans son tube digestif pour former un véritable bouchon. Dans l'impossibilité de s'alimenter, la puce régurgite les bacilles pesteux à ses nombreuses victimes, rats et hommes. 120 espèces de puces peuvent peut-être transmettre la peste, mais la principale responsable, c'est la puce du rat noir, Xenopsila chaeopis. 1910. En 5 mois, une pandémie de peste extermine plus de 50 000 personnes en Mandchourie. Au Moyen-Âge, la moitié de la population de Londres et le tiers de la population de l'Europe furent décimés par la mort noire. Mais aujourd'hui encore, des foyers restent très actifs, comme au Zaïre et à Madagascar.
Les villages des hauts plateaux de Madagascar sont particulièrement frappés. On ne brûle plus les villages infestés, mais d'importantes opérations d'épandage d'insecticides sont organisées. Cible numéro 1, les puces. Chaque année, plus d'1 millier de cas suspects et une trentaine de décès sont officiellement recensés, mais la réalité dépasse les statistiques. Il n'est pas rare que des familles entières soient décimées sans que l'information dépasse le cercle du village. À Manakassina, il y a eu récemment 7 cas de peste. Suzanne dirige la division peste de l'Institut Pasteur de Madagascar. Avec Stéphane, l'entomologiste, ils étudient les variations de population de rats et de puces et leurs conséquences sur la transmission du bacille. La peste transmise par les puces est la peste bubonique. Un bubon apparaît sur les ganglions les plus proches de la piqûre de l'insecte. Sans traitement, dans 50% des cas, la mort est inévitable. Quand on va dans les villages atteints de peste, les villageois ne sont absolument pas surpris de nous voir poser des pièges à rats parce qu'ils savent presque tous que la peste est une maladie des rongeurs. Mais par contre, quand on pose des pièges à puces avec la bougie, ils sont très très étonnés parce qu'ils ne s'imaginent pas que des animaux si petits soient si dangereux et que ça soit le vecteur principal de la peste. Ils vivent avec des puces et ils ne mesurent absolument pas le danger de ces animaux-là. Ah, dis, regarde, il y en a un là. Ça, c'est un rat noir, ça. C'est un jeune. C'est un jeune. On va se dépêcher un peu. Cette nuit-là, les pièges ont bien fonctionné. Plus de 20 rats ratus capturés, et pour ce seul piège à bougie, près de 50 puces. Sûrement beaucoup de Xenopsila chaeopis, la puce du rat, mais aussi des Pulex irritans, la puce de l'homme. Les villageois sont toujours très surpris par l'épuçage des rats capturés. Il n'est pas très gros, hein. Alors, voyons voir. L'autopsie et l'analyse de la biopsie des rats apporteront les informations attendues sur l'importance du bacille pesteux dans le village. Ratus. Depuis 60 millions d'années, la puce a toujours su s'adapter. Sa résistance aux insecticides inquiète aujourd'hui les chercheurs et demain, elle serait peut-être, sans la mort de ses hôtes, l'une des rares espèces à survivre à un conflit nucléaire.